Bonjour, c'est Cryptolyse. C'est avec plaisir qu'on se retrouve en ce samedi 29 juillet 2023 et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une émission un peu particulière, on va prendre du recul. On va prendre du recul sur le halving qui arrive, sur ce qui s'est passé, sur ce qui va se passer. Le but, c'est de vous offrir une projection, non pas sur 6 mois, non pas sur 1 an, mais plutôt sur 2 ans, bien comprendre les jeux qui sont en train d'être effectués, que ce soit au niveau du BTC, que ce soit au niveau de la Fed, que ce soit au niveau de la macro. On va prendre le temps de décortiquer tout ça et de vous donner ma vision sur ce qui va se passer par la suite sur les crypto-monnaies, notamment le BTC. Je ne vais pas parler de narratif, je vais parler purement technique et fondamental structurel au niveau du BTC, parce que n'oublions pas, c'est le BTC qui mène la danse, et c'est le BTC qui démarrera le prochain bull run. On va commencer par parler du halving. Alors le halving c'est très important, c'est le moment où on va voir la diminution par 2 des récompenses offertes aux mineurs. Donc globalement on divise par 2 la génération de BTC, on divise par 2 la pression baissière vendeuse des mineurs sur le cours du BTC. C'est très important et ça a toujours été un événement qui a été très marqué. Alors que ce soit autoréalisateur ou que ce soit réellement fait, il faut comprendre aussi ce qui est en train de se passer. Et là-dessus, je vais vous proposer une analyse qui va être un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, dans lequel on va allier fondamental, technique pure, et en même temps considérer le BTC comme une société pour bien comprendre comment elle peut fonctionner et comment elle doit fonctionner, et vous allez voir que c'est un petit peu identique, on va se retrouver dans des patterns à peu près identiques. Déjà, on va commencer par l'analyse technique. Analyse technique rapide, nous sommes donc sur le Total Index en monthly du BTC USD, le tout en logarithmique. Pour avoir une bonne vision, on a en jaune les lignes qui correspondent aux différents halvings qui ont été effectués précédents, les 3 précédents halvings, et en pointillé blanc, à peu près en avril-mai 2024, on aura le halving, justement, le dernier, le 4e de l'année 2024, donc qui va être vraiment important, qui est attendu par une grosse partie de la communauté comme étant le départ du bull run. Historiquement, ça a toujours été le cas. Alors, plus ou moins, c'est pas le jour du halving que ça se passe, hein. Quand on regarde, c'est généralement quelques mois après, et ça a toujours été un petit peu le cas, avec potentiellement 1, 2, 3 mois de retard, mais ça empêche qu'il y a une schématique qui se met en place. C'est pas forcément le halving en lui-même, c'est tout ce qui se passe autour, oui, mais à côté, on a, c'est vrai, une dynamique structurelle au niveau du halving, qu'on ira voir tout à l'heure avec la diminution réelle du nombre de BTC qui sont offerts aux mineurs. Alors, pour la partie technique, on va regarder déjà Ichimoku rapidement. Ichimoku, donc qui nous permet d'avoir une tendance long terme, c'est un très bon indicateur qui nous permet de structurer les tendances et les flux, la gestion des flux de tendance, et on voit que systématiquement, avant le halving, on est passé sous le Kumo et en train de travailler en dessous du Kumo avant d'avoir une cassure haussière. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que structurellement, au niveau de la mise en place du Kumo, on a toujours Kumo plat, accélération, Kumo plat, accélération, Kumo plat. D'accord, on est des phases d'accélération avec des phases de neutralité, et ce qui est exactement ce qui est en train de se passer. Et on regarde qu'on passe systématiquement en dessous du Kumo et on ressort. On passe en dessous du Kumo et on ressort par la suite. Pareil ici, on passe en dessous, on traverse, et donc on va ressortir. Généralement, la période de sortie, d'accélération, donc on le voit bien que ça se passe toujours à la rupture du Kumo, d'accord, et ça se passe systématiquement après le halving. Ça sous-entend que là où nous nous trouvons actuellement, qui est une zone un petit peu particulière, parce que nous sommes actuellement déjà sous le Kumo, nous sommes sous une résistance qui est relativement forte, qui a été le support de cette rupture ici, d'accord, donc on reviendra sur cette pattern ici que l'on a là, qui est très importante, qui nous donne des indications, que ce soit techniques ou fondamentales, mais on est en train de se battre sur cette résistance, et on est en train de passer sous le Kumo. Alors oui, on a un petit peu de marge, on peut aller chercher les 35, 36 000, qui sont justement la zone supérieure du Kumo, voire même rentrer un petit peu dans le Kumo avant de faire une rupture, donc on peut avoir quelque chose qui se fait comme ça, avant de repartir. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on peut avoir une forme de ranging pendant les 8 mois, parce qu'il y a 8 mois qui nous séparent, entre 25 000 et globalement, allez, on va dire un petit peu plus bas, 40 000, sur lequel on pourra avoir une zone de ranging et une neutralité au niveau du BTC. Et il faut le prendre en considération, même si on a des risques potentiels, alors ça c'est un petit peu particulier parce que c'est vraiment le crack Covid, mais on a des particularités où on peut aller faire des chutes assez basses pour aller retester, mais admettons, on va casser plus bas, on va retester les 18 000, 20 000. Bon, ça reste quand même relativement safe, on peut dire allez, on va être très large, on va dire qu'on a une zone de ranging entre 20 000 et 40 000, qui va être la box dans lequel on va patienter dans les 8 prochains mois avant de mettre en place le halving et ensuite le prochain bull run qui arrivera.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette partie-là, elle est en même temps confortée quand on regarde les EMA. On voit qu'on accompagne systématiquement les EMA avec un lot qui est effectué où on passe en dessous, on réaccélère à la hausse, on repasse par-dessus, puis après on se rappuie dessus pour réaccélérer. C'est exactement ce qui s'est passé avec un dip qui a été quand même relativement fort, mais ensuite on est repassé dessus et on est en train d'appuyer dessus. Donc je pense qu'on va rester dans quelque chose comme ça avant de pouvoir en repartir, et donc on a une véritable confluence qui est en train de se faire. Confluence qui est en même temps cohérente par rapport à ce qu'on est en train de voir au niveau du RSI, enfin, par rapport à l'histoire que l'on a pu avoir. Encore, on fait une fois attention, hein, c'est pas parce qu'on a une fractalité, c'est pas parce que on a tendance à aller chercher dans le passé des éléments pour comprendre le présent et anticiper le futur que ça se passe, hein, bien évidemment, c'est des éléments qui nous permettent de rentrer en confluence avec d'autres pour voir est-ce que oui ou non on a des éléments de ressemblance, est-ce que le marché est identique ou non. Donc on va s'arrêter là, parce que là je vous ai donné une phrase qui est très importante. Est-ce que le marché est identique, oui ou non? Très très important de comprendre ça. Déjà, on va faire un petit point macro. Est-ce que le marché est identique par rapport à toute cette période-là? Clairement, non. Là, nous sommes dans une phase où on a une forte inflation, on a une augmentation des taux, on a une diminution de la liquidité. Très important de prendre en considération cette diminution de la liquidité, et je vais aborder justement cette notion d'accélération haussière que l'on appelle le bull run, et la corrélation qu'elle a avec la liquidité. Et là-dessus, je vais me baser entre, moi mon analyse technique, ma connaissance du marché, et deux, quelque chose dont je vous ai présenté dans une vidéo il y a à peu près 15 jours, qui était le BTC à $1 million, où je vous présentais la théorie de The Rational Root, donc qui est un analyste spécialisé dans les modélisations on-chain, notamment spécialisé dans le BTC, qui nous montrait justement, la corrélation entre la liquidité et la supply qui est en train de diminuer, et la valorisation potentielle du BTC. Alors, pour faire simple, je vais reprendre juste certains points, et vous allez voir, on va le mettre en corrélation de tout ça. Premier point que l'on va avoir, c'est la notion de global liquidity, sous-entendu la totalité des liquidités qui sont actuellement disponibles par rapport à l'historique. Et là, c'est très important de comparer ce qui s'est passé au niveau du halving 2, niveau du halving 3, et justement la présence de cette augmentation de liquidité très très forte, et de la diminution de cette mise en place de liquidité, bien qu'on a une réaugmentation réelle, structurelle, mais ça n'empêche qu'on est actuellement dans une part de liquidité qui est très 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 élevée, et qui est beaucoup plus élevée, quasiment, on va pas être 2 fois plus, mais on va être, allez, quasiment 60% de plus que le précédent halving. Et quand on regarde les augmentations entre l'un et l'autre, entre les différents halvings, on avait pris, allez, à peu près un petit peu plus de 10 trillions, d'accord, entre les deux halvings. Là, c'est pas le cas, hein. On est à 71, 72, quasiment, ici, hop. Non, excusez-moi, 79, ok, et là, on est où? On est quasiment à 95, d'accord, quasiment dans les 100 trillions, donc on est dans une augmentation de liquidité qui est très importante. Clairement, ça se caractérise par quoi? Ça se caractérise par un potentiel de liquidité qui peut rentrer sur le marché. Actuellement, qu'est-ce qui fait qu'il ne rentre pas sur le marché? Comprenez bien qu'on a une augmentation des taux qui sont en train d'être effectués. Alors, à part la difficulté à générer de la liquidité, à générer des prêts, c'est surtout un appel à placer son argent, parce que tout simplement, il n'y a rien de plus rémunérateur actuellement que des bons au trésor américain pour un taux de risque qui est vraiment très très faible. Donc tant qu'on aura un niveau des taux haut, il n'y a pas d'intérêt à aller chercher du risque ailleurs, parce qu'on a un rendement quasiment garanti sans risque, parce que n'oublions pas que les Américains et donc les USA ont la planche à billets qui est quasiment infinie. Et ça ne changera pas pendant les 10 prochaines années, le temps qu'en effet, on ait une monnaie de BRICS qui puisse rivaliser, enfin ça prendra du temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain. On a des prémices, oui, mais il faut se projeter sur le long terme. À l'heure actuelle, l'US dollar reste et restera dans les années à venir, en tout cas sur les 10 prochaines années, toujours la monnaie de référence et la planche à billets qui fonctionnera le mieux. Ceci étant dit, on a derrière, ici, un pivot qui est à faire. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir encore une augmentation certainement en septembre. Si vous avez regardé la quotidienne d'hier, vous comprenez ce dont je parle, mais on va certainement avoir une augmentation en septembre de 25 points. Mais, à terme, on va rester dans un niveau relativement flat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'augmentation des cours va rester entre 5,5 et 5,75 pendant un certain temps. Et cette temporalité, je pense qu'elle va être à peu près dans les 6 mois, 7 mois, 8 mois, avant de mettre en place une diminution, justement, de ces taux. Cette diminution des taux va entraîner quoi? Va entraîner une diminution de l'intérêt à laisser de l'argent dans des bonds US, et donc à aller chercher de la rentabilité, donc à aller chercher de la performance, et donc aller redistribuer les fonds
sur des actifs à risque, sur les actions, sur, derrière, pourquoi pas, les crypto-monnaies, et tout ce qui s'ensuit, avec notamment des potentiels ETF spot qui pourraient arriver d'ici là, s'ils ne sont pas refusés, mais même s'ils sont refusés, je suis sûr qu'il y aura une nouvelle demande avec des nouveaux acteurs qui vont rentrer. C'est sûr et certain que c'est qu'une question de temps avant qu'il y ait un ETF spot qui arrive sur le marché, parce qu'il y a une demande, et s'il y a une demande, il va avoir derrière une réalisation, on va répondre à cette demande-là, et ça se fera de toute façon d'une façon ou d'une autre. Mais du coup, la temporalité, elle est plutôt cohérente avec la notion de halving ici. Et c'est très intéressant parce que du coup, quand on comprend cette notion de liquidité, ça sous-entend que toute cette liquidité est en attente de se déverser ailleurs, parce que là, actuellement, il n'y a pas plus rentable, avec un risque garanti sur, justement, les US bonds. Et c'est pour ça qu'il faut juste se dire, ok, qu'est-ce que je vais attendre en termes de macro? Je vais attendre 3 choses. Je vais attendre, 1, le fait qu'on ait la fin des augmentations des taux. Deuxièmement, qu'on ait fini la temporisation de la baisse de l'inflation, donc à travers des taux élevés qui vont entamer à terme un pivot, et donc troisième phase, la baisse pivot, et la baisse pivot qui peut prendre quelques mois, qui peut prendre 5, 6 mois avant de se faire, et dans lequel plus la baisse des pivots se fera, plus on aura, en fait, on aura par exemple ici, je vais tracer, pour vous donner un ordre d'idée, la baisse des taux d'intérêt qui se fera de quelque chose comme ça, et on aura l'augmentation du BTC qui se fera comme ça, avec un déversement des liquidités structurelles. Et donc pour moi, c'est vraiment l'événement, et on voit qu'on a une forme de confiance qui est en train de se faire. Mais la question c'est, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est ce que l'on attend pour aller plus loin? Et est-ce que le halving que l'on a eu déjà précédemment, 3e, qui a eu des performances qui a été bien moindres, enfin qui ont été bien moindres que ce qui était escompté, d'accord, quand on regarde de top à top, top du précédent bullrun par rapport à celui qu'on a eu, donc 253%, ok, le précédent, enfin, vous allez voir la différence, on est dans des éléments qui sont même pas comparables, 1400%. Et là-dessus, il y a deux théories qui sont en train de s'affronter. La théorie simple des marchés, qui est plus on a de liquidité, moins on a de performance, moins on a de rendement, donc qui est tout à fait logique et qui s'applique quasiment sur tous les marchés classiques et structurels, dans lequel plus on va avoir de liquidité, moins on va avoir de valorisation, d'évolution, pardon, pas de valorisation, mais moins on va avoir d'évolution en pourcentage d'un bull run à un autre, donc où on lisse la volatilité par la liquidité, et c'est exactement ce qui est en train d'être attendu. Ça sous-entendrait, dans ce cas-là, que on irait chercher potentiellement un 100, 110, 120. Quand on regarde juste avec une extension de Fibonacci, on fait le plus bas du bull run avant le second halving, jusqu'au top, on se remet, on voit qu'on a fait ici quoi? On a fait 2,618, un tout petit peu plus que 2,618. Ok, bah à ce moment-là, on va faire la même chose ici. Ok, précédent, on considère que ça a été notre lot ici. On va pas aller chercher les 2,618, on ira chercher potentiellement entre le 1,1 et les 1,618, donc qui nous amène entre 90 000 et 120 000, 125 000. Si on prend en considération la diminution des rendements effectifs. Alors oui, là-dessus, on ira aborder cette notion de diminution du nombre de BTC disponibles avec l'apport de liquidité. Ça va arriver, vous inquiétez pas, ça va être abordé de la façon suivante, qui va être celle un petit peu que je vous ai présentée il y a 15 jours justement sur l'idée de Rational Root. Rational Root va encore plus loin que ça, il va aborder en fait une cohérence qui est, ok, la notion de long term holder, donc LTH, ça veut dire que les personnes qui possèdent du BTC et qui ne le vendent pas et qui détiennent du BTC pendant du long terme. Et on voit qu'on est dans les niveaux de 2015, donc qui ne correspondent pas au halving 2 et qui ne correspondent pas au halving 3. D'accord? Donc on est dans des niveaux très très élevés actuellement pour les holders. On est à plus de 73% de holders long terme. Et c'est vraiment très important parce que ça sous-entend qu'on a un shifting qui est en train de se faire. Gardez bien ça en tête parce qu'on va revenir dessus. Parce que l'autre chose qui est vraiment important, c'est la notion du hold model qu'il a défini. Hold model étant justement la représentation des personnes qui détiennent du BTC et qui est mise en exergue avec à côté ce qui est disponible comme BTC à vendre. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend la masse vendable de BTC. Donc tout ce qui n'est pas perdu, tout ce qui n'a pas bougé, enfin tout ce qui a bougé dans les 2-3 ans, tout ce qui est capable d'être vendable et qui n'a pas été vendu lors du précédent bull run. Et ça c'est très très important, et on voit que la total supply qui est amenée à diminuer à travers les différents halvings, ce qui est tout à fait logique, on connaît la force du halving dans le sens où plus on va se diriger dessus, moins il y aura de BTC qui sera disponible sur le marché, donc plus on va avoir une supply qui va se diminuer. Et il considère que le halving 3 a été l'écart le plus gros entre la représentation des holders et la présentation de la total supply, et que les deux sont amenés à se restreindre dans le temps, et que le halving 4 va être le point de départ de cette diminution d'écart entre les deux, donc sous-entendu une rarification
du BTC disponible à la vente. Et je ne parle pas d'une rarification du nombre de BTC, parce que ça, c'est toujours 21 millions à terme, et c'est toujours en accroissement défini par rapport au halving. Je parle bien du nombre de BTC disponibles à la vente. Et c'est très important, parce que ça sous-entend qu'on est en train de shifter quelque chose. On est en train de shifter la représentation générique que l'on peut avoir sur un marché financier, où la volatilité amène, la volatilité diminue par rapport à la liquidité, que la liquidité amène la diminution de la volatilité, que la liquidité amène la dilution du nombre de parts. Et ça, c'est très important. Dans une marché traditionnel, on peut émettre de nouvelles parts, on peut diluer des parts, on peut derrière augmenter le capital. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec le BTC? J'ai envie de vous dire, absolument pas. On ne peut pas. Et c'est le cas aussi pour l'Ethereum, par exemple, dans lequel on a une market cap qui en plus est fluctuante et désinflationniste, mais ça c'est encore un autre sujet. Moi, ce que je vais vous amener là, c'est que, ok, on a cette représentation du modèle réel, où on a les deux qui sont en train de s'affronter. Moi, j'ai envie de vous dire, on va faire un mix des deux. On va faire un mix des deux parce que les deux ont une cohérence. C'est-à-dire que derrière le BTC, on a une industrie. On a une industrie, on a des mineurs qui ne sont pas des petites industries, c'est pas Jean-Kévin qui est dans son garage ou dans son sous-sol pour mettre justement des ASIC pour miner du BTC. Non, on est vraiment dans une industrie qui est lourde, avec derrière des millions, des centaines de millions d'investissements, voire même des milliards d'investissements, et des fonds comme BlackRock, comme les gros fonds, sont en train d'acheter des parts de ces usines-là. Donc on a un vrai business qui est en train de se créer, on a derrière des entrepreneurs, des usines qui tournent. Et ces usines, elles produisent quoi? Elles produisent du BTC. Et donc ça veut dire que c'est lié au prix du BTC et au nombre du BTC. Alors c'est simple, c'est qu'à chaque fois qu'ils créent un bloc, ils récupèrent à l'heure actuelle 6,25 BTC. 6,25 BTC, alors c'est pas tous, hein, c'est à chaque bloc, il y a un mineur qui est désigné pour récupérer ça, pour valider ce bloc-là. Donc ça veut dire que toutes les 10 minutes, on a 6,25 BTC qui sont donnés. Et ça représente en fait leur moyenne de chiffre d'affaires. C'est très simple, ils vont dire si je possède 25% de la puissance de calcul, ça veut dire que toutes les 10 minutes, j'ai 25% de chance de gagner 25 de BTC. Et représentant ça, ça sous-entend que le halving qui va arriver, ça va être une division par 2 de leur chiffre d'affaires. Très très important cette division par 2. Et quand on regarde justement le BTC Mining Indicator, que je vous ai expliqué déjà plusieurs fois, qui représente l'état en fait d'un coût au niveau du BTC, enfin au niveau du minage d'un BTC, pardon, et donc c'est très important parce que là-dessus ça met en corrélation l'augmentation de la difficulté du réseau, donc sous-entendu le nombre d'acteurs qui rentrent dans ce réseau. Plus ça monte, plus il y a un nombre d'acteurs important qui est présent, hein, donc ça veut dire que ça ne fait que monter, et même dans cette période de descente horrible, une augmentation du nombre de mineurs. Et c'est très très important, et quand on regarde ça un petit peu plus, dans les rapports que j'ai donnés, donc j'ai donné quelque chose qui est relativement simple, dans lequel j'ai pris un S19 Pro, dans lequel j'ai défini 4 centimes au kilowattheure, qui est somme toute relativement bas, hein. Je suis sûr que la majorité des justement mineurs n'ont pas ce prix-là, et on voit qu'on nous mène à un prix déjà de 25 000, d'accord, 25 000. Ça me semble tout à fait cohérent à l'heure actuelle, bien qu'on a des personnes qui sont plus bas, qui vont être dans les 3, voire même dans les 2 dans certains, on peut arriver à 12 000 directement sur le niveau du BTC, mais ça c'est une minorité. La majorité sont, quand on lisse en plus avec les immobilisations, plutôt entre 4 et 5 centimes le kilowattheure. Ça veut dire que là on va diviser par 2, lors du halving, estimation rate, d'accord, donc ça va diviser par 2 ce qu'ils vont recevoir. Alors on va simplifier, on va mettre 3,15, d'accord, pour pouvoir le mettre. Et vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. On se retrouve dans un BTC qui est déjà, à l'état actuel, à 50 000. Ça veut dire que le coût de production, passé le halving, sera de 50 000 $ pour créer un BTC. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important, parce que ça veut dire que toute cette industrie sera en négatif si jamais on n'a pas une revalorisation du BTC. Et oui, il peut y avoir des personnes qui vont débrancher leur machine, mais ça n'empêche que quand on regarde l'historique de l'évolution de ce taux-là, on voit qu'il a toujours été en croissance. Oui, des fois on a des périodes de zoning, mais toujours été en croissance. Donc il n'y a jamais eu d'arrêt de ce côté-là. Il n'y a jamais eu d'arrêt, il y a toujours eu une accélération haussière. Surtout quand on prend en compte qu'on a une valorisation supplémentaire énergétique, d'accord, avec ce qui s'est passé, avec la rupture entre le monde tourné autour des USA et le monde tourné autour de la Chine et de la Russie avec les BRICS. On a cette rupture et cette dissonance qui se met en place, qui favorise l'inflation énergétique. Donc il serait pas totalement aberrant de voir l'augmentation des coûts réels au niveau de la moyenne sur le kilowattheure à 5 centimes, pourquoi pas même, à certains moments, à 6 centimes.
oui, on aura une diminution peut-être qui s'effectuera, mais on peut arriver très très vite à un coût du BTC qui va dépasser les 50 000, aller dans les 60-70 000. Et là-dessus, ça sous-entend qu'il va falloir avoir une valorisation supplémentaire, parce qu'on a une industrie qui derrière va diminuer son chiffre d'affaires par 2. Et donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix que d'avoir une valorisation du BTC ou une diminution effective du nombre de personnes qui sont présentes sur le réseau. Et ça, je pense que ça se fera tout seul, naturellement, comme on l'a déjà vu dans les différents halvings, et on va avoir une valorisation du BTC. Et quand on met les deux ensemble, donc c'est-à-dire la diminution de la supply générique des BTC plus l'industrie qui se trouve derrière, on se dit que oui, la target que l'on peut avoir actuellement, elle est totalement différente par rapport à ce qu'on a pu connaître. C'est-à-dire qu'on n'ira pas dans cette idée de peut-être 120 000. Il est possible qu'on aille bien plus haut grâce à cette nouvelle dynamique qui se mettra en place. Et il y a une autre théorie qui, je vais vous présenter, qui se rajoute par-dessus. Là, je vais juste vous montrer quelque chose. On va remettre dans les alentours de 4, on va remettre donc non plus à 6.25, d'accord? On va remettre avant le précédent halving, d'accord? Donc c'est-à-dire à 12.5. 5, et dans lequel on n'était pas dans ces mêmes thèmes, on n'avait pas ces machines-là qui étaient disponibles, on avait quelque chose qui était un petit peu moins performant, on était plus dans les alentours de 4.2 à l'époque. Donc on va remettre quelque chose comme ça qui représente en fait le coût d'un BTC historiquement avec ce halving-là, d'accord, durant cette période-là, durant 2017 à 2020, et on va regarder l'évolution. Et on voit que on n'a en fait jamais réellement passé en dessous. On est toujours passé bien au-dessus, avec une respiration, avec juste peut-être une touche sur un effet très très dur qui était l'impact Covid, et même si on fait le même jeu, je le ferai pas là, mais on fait le même jeu, je vous invite à le faire, vous, entre 2012 et 2016, et historiquement, on est toujours dans cette démarche-là, où l'écart, en fait, on pourrait même dire que l'écart est en train de se réduire, mais on a une forme d'anomalie au niveau de cette année, quand on regarde ici. Je vais remettre, voir les 6.25, 6.25, on va bien faire les choses, 6.25, on va remettre les 3.5, je suis gentil, hein, parce qu'en vrai, c'est même pas 3.5, on va mettre 3.8, parce que c'est plus l'idée générale que l'on a. Et on voit que on a eu un lissage qui s'est effectué, où on est passé en dessous, et on a accompagné l'augmentation du cours, donc on a accompagné la difficulté, l'augmentation de la difficulté par l'augmentation du cours. Et c'est très important, parce que là, on est dans une démarche qui est différente. Et on peut se poser la question, en quoi cette année a été différente? Et là-dessus, il y a une représentation qui est justement un mix entre Rational Root et l'analyse que l'on peut faire dessus, qui vient de ce LTH, c'est-à-dire que sur l'année que l'on a eu, et même l'année précédente, on a eu des LTH qui étaient très très faibles, et qu'on se retrouve enfin dans un LTH qui est relativement élevé, et même pour aller encore plus loin, le halving 3 a été le point le plus bas entre la supply qui est illiquide et la supply qui est disponible. Et donc ça sous-entend que c'était une année, un bull run, pardon, particulier. Et est-ce que ce bull run-là était aussi particulier techniquement? Et c'est un petit peu ce qui m'intéresse moi, et on va terminer dessus, pour pas faire une vidéo trop longue, hein, j'ai toujours l'habitude le défaut même, on pourrait dire, de parler un peu trop, et de m'épancher sur ce genre de choses, mais on a quand même un bull run qui était un petit peu différent, dans le sens où on a eu une cassure et une réaccélération. C'est la première fois qu'on a ça. C'est la première fois, quand on regarde très facilement, et très très lointement, on voit qu'on a une accélération ici, ok, accélération, alors, oui, phase de ranging de neutralité, mais c'est pas une cassure, et là, pareil, on voit une accélération, et ensuite on a la cassure structurelle. Et là, on est vraiment dans quelque chose de différent. Différent, que ce soit aussi au niveau de la temporalité, quand on regarde ici, de ce halving, jusqu'à, justement, ce premier top, on était où? À 10 bars, donc c'est-à-dire à 10 mois, et ensuite on était où? À 17 mois. Ok, on retient ces chiffres, pareil, on fait le halving jusqu'au top. 16 mois. Ok. Là, on va faire pareil, halving jusqu'au top. On revient au cycle précédent. Encore une fois, très intéressant de voir ça, parce que vous allez voir qu'on a quand même des éléments. On a quoi? On a sur le top 11 barres. Donc systématiquement, on est ici dans la représentation du premier bull run ici que je vous ai présenté, deuxième accélération dans la représentation du second bull run. Et cette rupture, est-ce que c'est une véritable rupture? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est une forme d'anomalie? Est-ce qu'on n'aurait pas dû avoir un bull run sur cette année qui aurait dû être beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort? Est-ce qu'on n'aurait pas eu justement quelque chose qui était beaucoup moins dégressif en termes de rendement? C'est-à-dire que quand on regarde les évolutions de bull run en bull run, oui, on sait qu'on a du rendement, un pourcentage d'augmentation qui diminue, mais c'est vrai que la cassure et la rupture qui a été effectuée sur l'année 2021 est différente
casse en fait le modèle que l'on pourrait avoir. Et donc on peut se poser la question de est-ce que cette rupture ici est vraiment représentative d'un bull run structurel? C'est-à-dire, est-ce que ce mouvement qui a été effectué ici, ce bull run là, n'est pas en dessous des expectatives, et est-ce que ça ne sera pas rattrapé sur le précédent bull run? Clairement, il y a toute une thèse qui s'est construite autour de ça, avec des targets qui chercheraient potentiellement au-dessus des 150 000 pour une progression plus agressive. Personnellement, j'ai tendance à vous dire que ce soit à travers cette analyse technique ou fondamentale, néanmoins, on est sûr qu'on aura un bull run qui sera quand même différent des autres cette année, enfin l'année prochaine quand ça arrivera. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un shift de liquidité, on va avoir un apport de liquidité structurelle qui va être fort. On est actuellement dans une phase de réglementation qui est en train d'arriver. On est à côté potentiellement dans une phase où on va avoir des institutionnels de la taille de BlackRock. Ce n'est pas des petits institutionnels comme historiquement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus gros, qui s'intéresse clairement à l'industrie du minage, ça c'est le cas, c'est acté, et au BTC à travers un produit financier, étant donné qu'on se retrouve sur des ETF qui sont en train d'arriver. Donc on a un shift qui est en train de se faire, et on a une liquidité qui est en attente de se déverser, et une liquidité qui n'a jamais été aussi haute. Donc à un moment donné, j'ai envie de vous dire que oui, il est fort probable de se retrouver sur un bull run, un top de bull run qui dépasse ce que l'on avait défini comme target, et il faut le prendre en considération. Et ce n'est pas pour rien que je vous en parle maintenant, tout simplement parce que oui, on a tendance à se laisser noyer dans le bruit, et à travers les quotidiennes, je m'efforce en tout cas, de vous donner une vision par rapport au bruit que l'on peut avoir, mais il faut garder le long terme. Qu'importe si, à terme, on retrace à 22 000, qu'importe si on retrace à 18 000. La finalité, c'est qu'à un moment donné, on dépassera l'ATH, et que cet ATH, on ira chercher certainement plus de 100 000 $, et voire même 150, voire plus. Et c'est la finalité qui compte. Encore une fois, on n'oublie pas, c'est la patience qui compte, c'est la résistance, c'est la résilience. Je veux dire, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on a fait la rupture ici, au moment où on était ici, je vous l'ai aussi dit que ce sont des prix d'achat qui sont jamais vus et qui sont très importants de pouvoir structurer. Et c'est le cas aussi ici. Rappelez-vous, les personnes qui étaient ici disaient que ça ne servait à rien d'acheter à 13 000 $. Et je vous rappelle qu'actuellement nous sommes à 29 000, 30 000 et qu'on a fait un top à 70 000. Prenez encore une fois le temps, comprenez qu'il faut prendre le temps pour pouvoir évoluer et c'est vraiment l'essence même de l'investissement, c'est l'essence même du trading. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et que vous n'avez pas lâché. Si c'est le cas et que vous êtes toujours bien présent, laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce bleu pour me dire à quel point vous avez aimé, détesté ou rien du tout. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre systématiquement. On se retrouve demain pour une vidéo sur BitTensor, et si jamais ça vous intéresse de suivre les deux vidéos qui étaient très importantes sur ma vision dans les 6 mois, et 2, le BTC à 1 million, je vous les mets là, et on se retrouve demain matin, 8h30, pour l'analyse du Tao.